Regardez cette image. L'Irlande, une île verdoyante, battue par les vents, riche de mythes et de légendes, un symbole de résilience et de culture. Mais derrière cette façade de carte postale se cache un secret bien plus sombre, un secret qui se chiffre en milliers de milliards de dollars. Ce que vous allez voir n'est pas l'histoire édifiante d'un petit pays qui a su tirer son épingle du jeu. C'est une enquête sur la façon dont cette petite nation est devenue le pivot central de l'un des plus grands siphonnages de richesse de l'histoire moderne. Une stratégie délibérée qui a permis aux entreprises les plus puissantes de la planète, comme Apple, Google ou Microsoft, d'amasser des fortunes colossales tout en payant un taux d'imposition si faible qu'il en devient une insulte. Parfois moins de 1%. L'histoire qu'on ne vous raconte jamais, c'est celle de l'argent que nous tous, avons perdu. La vraie question n'est pas de savoir comment ils ont réussi, mais à quel prix pour le reste du monde. Pour comprendre l'audace du pari irlandais, il faut se souvenir de ce qu'était le pays il y a à peine quelques décennies. Jusqu'à la fin des années 80, l'Irlande était surnommée l'homme malade de l'Europe. Une économie en ruine, une inflation galopante et un chômage si élevé qu'il forçait des générations entières à l'exil. Les rues de Dublin n'avaient de rien du centre d'affaires mondial que l'on connaît aujourd'hui. Le pays était prisonnier d'un cycle de pauvreté et de désespoir. Son entrée dans la communauté économique européenne en 1973 lui a donné accès à un marché plus vaste. Mais le véritable décollage se faisait attendre. C'est dans ce contexte de crise profonde, alors que le pays était au bord du gouffre, qu'une idée radicale a commencé à germer dans l'esprit de ses dirigeants. Une idée simple, brutale et qui allait s'avérer diaboliquement efficace. Si l'Irlande ne pouvait pas rivaliser par sa taille ou sa puissance industrielle, elle rivaliserait par sa fiscalité. L'acte fondateur de cette transformation fut la mise en place d'un impôt sur les sociétés unique et incroyablement bas. Alors que la plupart des pays européens taxaient lourdement les bénéfices des entreprises, souvent à plus de 30 ou 40%, l'Irlande a pris tout le monde de court en instaurant un taux unique de 12,5%. C'était bien plus qu'une simple mesure fiscale, c'était une déclaration de guerre économique. Le message envoyé aux multinationales du monde entier était limpide. Venez chez nous et nous vous laisserons garder la quasi-totalité de vos profits. Pour une grande entreprise américaine réalisant des milliards de bénéfices en Europe, le calcul était simple. Installer son siège européen à Paris ou à Berlin signifiait abandonner un tiers de ses gains à l'État. L'installer à Dublin signifiait de n'en céder qu'un huitième. L'appât était trop beau pour être ignoré et les premiers géants de la pharmacie et de la technologie ont commencé à mordre à l'hameçon. Mais un faible taux d'imposition ne suffisait pas. Pour devenir un véritable aimant à capitaux, l'Irlande devait offrir plus. Elle devait offrir des failles, des passages secrets dans le labyrinthe de la fiscalité internationale. C'est ainsi qu'est né le montage financier le plus célèbre et le plus dévastateur de la fin du XXe siècle. Le Double Irish. Le concept, d'une ingéniosité perverse, consistait pour une multinationale à créer deux sociétés irlandaises distinctes. La première, appelons-la Irlanda, employait des milliers de personnes à Dublin et vendait des produits dans toute l'Europe, générant des milliards de profits. Cependant, cette société ne possédait pas la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les brevets ou la marque. Cette propriété était détenue par une seconde société, Irlande B. Et c'est là que la magie opère. Irlande B, bien que domiciliée en Irlande, était en réalité contrôlée depuis un paradis fiscal comme les Bermudes, où l'impôt sur les sociétés est de zéro. Le tour de passe-passe était le suivant. La première société, Irlande A, devait payer des sommes colossales en droits de licence à la seconde société, Irlande B, pour avoir le droit d'utiliser la marque. Ces paiements, considérés comme des dépenses, venaient effacer la quasi-totalité des profits réalisés en Europe. Ainsi, la société Irlande A, qui brassait des milliards, se retrouvait avec un bénéfice imposable proche de zéro en Irlande. Et où allait tout cet argent? Il était transféré directement à Irlande B, dont les coffres se trouvaient virtuellement aux Bermudes. Résultat, des milliards de profits générés en France, en Allemagne ou en Italie étaient légalement déplacés. D'abord vers l'Irlande, puis vers un paradis fiscal sans jamais être réellement taxés. L'Irlande ne touchait presque rien, mais elle attirait sur son sol les sièges sociaux et les emplois, ce qui était son objectif principal. C'était le braquage parfait et il était parfaitement légal. Pour rendre le système encore plus opaque et efficace, les fiscalistes ont ajouté une étape intermédiaire, créant ce qu'on a cyniquement appelé le Dutch Sandwich, le sandwich hollandais. Pourquoi les Pays-Bas? Parce que la législation néerlandaise permettait de transférer de l'argent sous forme de redevances vers des paradis fiscaux hors de l'Union européenne sans aucune retenue à la source.
Le schéma était donc le suivant. Les profits générés dans toute l'Europe remontaient vers la société Irlanda. De là, ils étaient envoyés sous forme de paiement de licence à une société écran aux Pays-Bas. Cette société néerlandaise, souvent une simple boîte aux lettres, transférait immédiatement l'argent à la société Irlande B, celle contrôlée depuis les Bermudes. L'argent ne faisait que transiter par les Pays-Bas comme une tranche de fromage dans un sandwich entre deux tranches de pain irlandais. Cette étape supplémentaire ajoutait une couche de complexité et de légitimité apparente, rendant le montage encore plus difficile à attaquer pour les administrations fiscales des autres pays. Les conséquences de ces montages ont été sismiques. Des flux financiers d'une ampleur jamais vue ont commencé à converger vers l'Irlande. En 2015, le pays a enregistré une croissance économique surréaliste de 26% en un an. Un chiffre si absurde que même les économistes l'ont surnommé l'économie des lutins, tant il semblait relever de la fiction. Cette croissance ne correspondait à aucune création de richesse réelle sur le sol irlandais. C'était simplement le résultat de quelques multinationales déplaçant massivement leurs actifs de propriété intellectuelle dans le pays pour profiter du système. Des entreprises comme Apple sont devenues des maîtres dans cet art. Le géant de la technologie a fait transiter des centaines de milliards de dollars de profits via ses filiales irlandaises, réduisant son taux d'imposition effectif sur ses bénéfices étrangers à une fraction de 1%. L'Irlande était devenue un gigantesque aspirateur, détournant à son profit les recettes fiscales qui auraient dû revenir à ses partenaires européens. Officiellement, Dublin affichait une prospérité insolente. Le tigre celtique était né. Des milliers d'emplois bien rémunérés ont été créés dans les secteurs de la tech et de la pharma, transformant le visage de la capitale. Des sièges sociaux flambant neufs, portant les noms de Google, Facebook, Microsoft ou Pfizer, ont poussé comme des champignons le long de la rivière Liffey. Mais cette richesse était en grande partie une illusion. Si les salaires de ces nouveaux employés contribuaient à l'économie locale, les profits astronomiques des entreprises, eux, ne faisaient que transiter. Ils n'étaient pas réinvestis dans les infrastructures, les hôpitaux ou les écoles du pays. C'était un pacte faustien, l'Irlande acceptait de fermer les yeux sur une évasion fiscale massive en échange de la création d'emplois. Le pays était devenu un complice volontaire, dépendant des multinationales qu'il était censé réguler. Pour le citoyen irlandais moyen, les effets de ce miracle économique étaient ambivalents. D'un côté, le chômage avait drastiquement chuté et de nouvelles opportunités étaient apparues. Mais de l'autre, l'afflux de cadres très bien payés et la spéculation immobilière ont fait exploser les prix des logements, particulièrement à Dublin. Une crise du logement d'une violence inouïe s'est installée, rendant la vie impossible pour les travailleurs ordinaires, les infirmières, les enseignants ou les artistes qui étaient chassés du centre-ville. Un paradoxe cruel est apparu dans les rues de la capitale européenne de la tech, à l'ombre des tours de verre abritant des milliards de dollars de profits non imposés, le nombre de sans-abri a atteint des niveaux records. La richesse qui traversait le pays ne profitait qu'à une petite élite, laissant une grande partie de la population sur le bord de la route. Le tigre celtique était un animal puissant, mais il dévorait ses propres enfants. Pendant des années, les autres pays, en particulier les grands États de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne, ont assisté, impuissants, à cette hémorragie fiscale. Ils voyaient les entreprises les plus rentables du monde réaliser des chiffres d'affaires colossaux sur leur territoire, tout en déclarant leurs profits dans un pays voisin qui agissait comme un concurrent déloyal. Chaque milliard qui partait en Irlande était un milliard de moins pour financer les services publics français, les retraites allemandes ou la santé italienne. La colère montait à Bruxelles et dans les capitales européennes. L'Irlande était accusée de pratiquer un dumping fiscal, de saboter le principe de solidarité sur lequel l'Union était fondée. Mais Dublin restait inflexible, défendant bec et ongle sa souveraineté fiscale. La confrontation devenait inévitable. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais d'une question de pouvoir et de justice au sein même de l'Europe. Le point de rupture a été atteint avec l'affaire Apple. Après une longue enquête, la Commission européenne, dirigée par la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager, a rendu un verdict fracassant en août 2016. Elle a conclu qu'Apple avait bénéficié d'aides d'État illégales de la part de l'Irlande. En d'autres termes, les arrangements fiscaux secrets passés entre le gouvernement irlandais et l'entreprise étaient si avantageux qu'ils constituaient une distorsion de concurrence. La Commission a calculé que grâce à ces accords, Apple avait payé un taux d'imposition effectif sur ses profits européens qui était tombé à seulement 0,005% une année. Un chiffre si bas qu'il en est de presque comique.
La sanction était à la hauteur du scandale. Bruxelles a ordonné à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'impôts impayés à l'Irlande, plus des intérêts. La réaction du monde entier a été de se dire que l'Irlande allait enfin recevoir ce qui lui était dû. 13 milliards d'euros, c'est une somme gigantesque capable de financer l'ensemble du système de santé irlandais pendant un an. Mais c'est là que l'histoire a pris une tournure totalement surréaliste. Le gouvernement irlandais a annoncé qu'il refusait l'argent. Oui, vous avez bien entendu, un pays a refusé de recevoir 13 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'accepter cet argent aurait signifié reconnaître que son système était illégal. Cela aurait été un aveu de culpabilité, un signal désastreux envoyé à toutes les autres multinationales installées sur son sol. L'Irlande a donc décidé de faire appel de la décision de la Commission, se rangeant du côté d'Apple contre l'Europe. C'était la preuve ultime que le gouvernement irlandais n'agissait plus en tant qu'État souverain, mais en tant que protecteur d'un modèle économique dont il était devenu l'otage. Cette décision a provoqué une onde de choc. Comment un pays pouvait-il défendre une multinationale contre ses propres partenaires et refuser une manne financière qui aurait pu transformer la vie de ses citoyens ? La réponse est simple, la peur que si le modèle était remis en cause, les centaines d'entreprises qui avaient élu domicile en Irlande ne plient bagages du jour au lendemain, provoquant un effondrement économique et social. Le système irlandais n'était pas conçu pour maximiser les recettes fiscales du pays, mais pour attirer et retenir les investissements étrangers à tout prix. Les 13 milliards d'euros étaient le prix à payer pour maintenir l'illusion. L'Irlande s'est donc retrouvée dans une position schizophrénique, utilisant l'argent de ses propres contribuables pour payer des avocats afin de se battre en justice pour ne pas recevoir l'argent d'Apple. C'était le théâtre de l'absurde à l'échelle d'une nation. La pression internationale est alors devenue intenable. La crise financière de 2008 et les mouvements citoyens comme Occupy Wall Street avaient mis la question de l'évasion fiscale au centre du débat public. Des organisations comme l'OCDE, le Club des pays riches, ont lancé une offensive majeure contre les paradis fiscaux et les pratiques d'optimisation agressive. Le projet BEPS, pour Base Erosion and Profit Shifting, visait à mettre fin aux stratégies qui permettent de transférer les profits vers des juridictions à faible ou aucune imposition. L'Irlande ainsi que d'autres pays comme les Pays-Bas ou le Luxembourg se sont retrouvés sous le feu des projecteurs. L'étau se resserrait. L'âge d'or de l'évasion fiscale légale semblait toucher à sa fin. Le gouvernement irlandais a finalement été contraint de céder et d'annoncer la fin progressive du montage Double Irish à partir de 2015. La fin du Double Irish a été présentée comme une victoire majeure pour la justice fiscale. Mais c'était sans compter sur l'inépuisable créativité des avocats fiscalistes. À peine une porte était-elle fermée qu'une autre s'ouvrait. De nouvelles stratégies, encore plus complexes, ont vu le jour. L'une d'elles a été surnommée le Single Malt. Cette fois, l'idée est de transférer la propriété intellectuelle vers une société irlandaise, mais de faire en sorte que cette société soit considérée comme résidente fiscale d'un pays à fiscalité nulle comme Malte. L'argent continue donc de circuler via l'Irlande, mais les profits finaux atterrissent toujours dans un endroit où ils ne sont pas taxés. Le jeu du chat et de la souris entre les États et les multinationales continue. Les règles changent, mais l'objectif reste le même. Payer le moins d'impôts possible. L'Irlande, malgré les réformes de façade, reste une plaque tournante essentielle de ce système. Le nouveau champ de bataille de cette guerre fiscale est celui des actifs immatériels. Qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, la valeur des plus grandes entreprises du monde ne réside plus dans leurs usines ou leurs machines, mais dans leurs propriétés intellectuelles, les algorithmes de Google, la marque Apple, les brevets pharmaceutiques de Pfizer. Or, ces actifs sont invisibles et incroyablement faciles à déplacer d'un pays à l'autre. Il suffit d'une simple transaction sur papier pour qu'un brevet d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, développé par des ingénieurs en Californie, soit soudainement détenu par une filiale à Dublin. L'Irlande s'est spécialisée dans l'accueil de ces actifs fantômes. Le pays est ainsi devenu, sur le papier, l'un des plus grands exportateurs de services informatiques et pharmaceutiques au monde, alors même que la recherche et le développement se font ailleurs. C'est le cœur de l'économie fictive du XXIe siècle. Cette situation a des implications mondiales profondes. Elle crée une concurrence fiscale toxique, une course vers le bas où les pays sont incités à baisser leurs impôts les uns après les autres pour attirer les entreprises. Ce système favorise massivement les pays déjà riches et les multinationales au détriment des pays en développement. Imaginez un pays africain où une entreprise minière extrait des ressources précieuses.
Grâce à des montages financiers complexes passant par l'Irlande ou les Pays-Bas, les profits de cette exploitation sont transférés hors du pays, le laissant avec des dommages environnementaux et très peu de recettes fiscales pour construire des écoles ou des hôpitaux. Le modèle irlandais, en facilitant cette évasion, participe activement à l'appauvrissement du Sud global et au creusement des inégalités à l'échelle planétaire. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de justice fondamentale. Le coût humain de ce système est bien réel, même dans les pays développés. Chaque euro de recettes fiscales qui s'évapore via l'Irlande est un euro qui manque dans les caisses de l'État français, allemand ou américain. Cela se traduit inévitablement par des coupes budgétaires dans les services publics, une pression accrue sur les impôts des particuliers et des petites entreprises qui, elles, ne peuvent pas délocaliser leurs profits, pendant que les géants de la tech affichent des bénéfices records et une santé financière insolente. Les hôpitaux manquent de moyens, les classes sont surchargées et les infrastructures vieillissent. Le fardeau fiscal est déplacé des épaules des plus puissants, les entreprises multinationales vers celles des plus faibles, les citoyens et les PME. C'est une redistribution des richesses à l'envers, une perversion du contrat social qui est au fondement de nos démocraties. Face à ces critiques, les défenseurs du modèle irlandais avancent que le pays ne fait qu'utiliser les règles du jeu international à son avantage. Ils soutiennent que la concurrence fiscale est saine et poussent les gouvernements à être plus efficaces. Ils mettent en avant les dizaines de milliers d'emplois créés et le fait que l'Irlande, autrefois l'un des pays les plus pauvres d'Europe, est devenu l'un des plus riches en termes de PIB par habitant. Selon eux, l'Irlande n'est pas le problème, mais le symptôme d'un système mondial qui a besoin d'être réformé. Ils affirment que si l'Irlande ne le faisait pas, un autre pays prendrait sa place. C'est l'argument classique du « si ce n'est pas moi, ce sera un autre ». Un argument qui ignore la responsabilité morale et politique d'un pays qui choisit sciemment de construire sa prospérité sur les pertes de ses voisins et partenaires. La dernière grande tentative pour mettre fin à ce système a été l'accord mondial sur un impôt minimum sur les sociétés, promu par l'administration Biden et l'OCDE. L'idée est d'instaurer un taux plancher de 15% partout dans le monde, afin de rendre les paradis fiscaux moins attractifs. Après de longues et difficiles négociations, l'Irlande, sentant le vent tourner, a finalement accepté de signer l'accord et d'augmenter son taux d'imposition à 15% pour les plus grandes entreprises. Beaucoup y ont vu la fin du paradis fiscal irlandais. Cependant, les experts restent sceptiques. L'accord est truffé d'exceptions et de clauses complexes qui pourraient permettre aux entreprises de continuer à minimiser leurs charges fiscales. De plus, la mise en œuvre réelle de l'accord prendra des années et dépendra de la volonté politique de chaque pays. La bataille est loin d'être gagnée. Quel est donc l'avenir de l'Irlande ? Le pays est à la croisée des chemins. Son modèle économique, si efficace pendant 30 ans, montre des signes d'essoufflement et est de plus en plus contesté sur la scène internationale. La dépendance excessive à l'égard d'une poignée de multinationales américaines rend son économie extrêmement vulnérable. Que se passerait-il si demain, un changement de la loi fiscale américaine ou l'émergence d'un nouveau paradis fiscal encore plus agressif poussait ces entreprises à partir ? Le château de cartes du tigre celtique pourrait s'effondrer aussi vite qu'il a été construit. L'Irlande doit maintenant faire un choix difficile. Continuer à jouer le rôle du franc-tireur fiscal au risque de s'isoler ou réinventer son modèle économique pour construire une prospérité plus durable et plus juste pour elle-même et pour le reste du monde. Le secret de l'Irlande est désormais éventé et le pays doit faire face à ses contradictions. En fin de compte, l'histoire de l'Irlande est bien plus qu'une simple leçon d'économie. C'est une fable moderne sur la mondialisation, le pouvoir et la cupidité. Elle nous montre comment, dans un monde sans règles fiscales claires, le pouvoir s'est déplacé des États démocratiques vers des entreprises apatrides qui ne répondent qu'à la logique du profit. Le cas irlandais est le symptôme le plus visible d'un système mondial cassé, un système qui encourage la compétition au lieu de la coopération et qui permet aux plus riches de s'extraire de leurs obligations envers la société. La question que cette histoire nous pose est fondamentale. Dans quel genre de monde voulons-nous vivre ? Un monde où chaque pays se bat pour sa part du gâteau, quitte à affamer ses voisins, ou un monde où nous reconnaissons que nous avons une responsabilité collective à construire une économie plus équitable pour tous ? Le combat pour la justice fiscale est l'un des grands enjeux de notre siècle. Le modèle irlandais, ce mélange de génie stratégique et de piraterie fiscale, est donc à un tournant. Les pressions internationales pour plus de transparence et d'équité ne vont pas disparaître. La bataille pour l'impôt minimum mondial n'est que le début d'une confrontation beaucoup plus large entre la souveraineté des nations et la puissance des flux de capitaux mondialisés.
L'Irlande a prouvé qu'un petit pays pouvait, par l'audace et la ruse, devenir un géant financier. Mais elle a aussi révélé les failles béantes de notre système économique global et le coût social d'une prospérité construite sur l'évasion fiscale. L'avenir nous dira si le tigre celtique peut se réinventer ou s'il finira par être la victime du système qu'il a si brillamment contribué à créer. Alors, d'après vous, l'Irlande est-elle un modèle de développement économique intelligent ou un parasite au cœur de l'Europe? Votre avis nous intéresse, partagez-le dans les commentaires.